Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est avec plaisir que je vous ai nombré chez vous pour ce programme. Un programme spécial parce que la matière dont nous allons parler, elle est suffisamment spéciale pour que notre attention à nous tous soit sollicitée. Au début de cette émission, j'ai deux principes que j'aimerais évoquer avec vous qui vont me servir des fils conducteurs. Tous les Congolais, quels qu'ils soient, on nous a appris que nous étions dans un pays très riche. On nous a dit depuis que notre enfance, le Congo est un pays extrêmement riche, potentiellement riche. En même temps, en grandissant, une autre idée nous a été vendue. On nous a dit que nous étions parmi les peuples les plus pauvres de la planète. Nous vivons donc avec deux contradictions. D'un côté, la conscience d'être dans un pays riche. De l'autre côté, la réalité de vivre dans un pays pauvre. Entre les deux, il y a certainement la vérité. Cette vérité dépend de la mentalité, dépend de la manière dont nous abordons la réalité. Nous sommes donc dans un pays qui a besoin de se doter d'une mentalité de développement. Et ce n'est pas peu de choses. Pour que la mentalité change, il faut que des structures adaptées à cette finalité soient mises en place. La dernière administration, l'administration en cours du président Félix-Antoine Tshisekedi, a mis en place une coordination que l'on appelle la coordination pour le changement des mentalités, parce que nous devons changer notre vision à la société, notre réalité à la vie, pour que les pays puissent se retrouver. La coordination pour le changement de mentalité est dirigée par M. Jacques Kangoudia, qui est aujourd'hui l'invité de ces programmes spéciaux. J'ai donc le plaisir de le saluer en votre nom à tous. Monsieur le coordinateur, bonjour. Bonjour, monsieur Willy Kalingay. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. La reconnaissance est de mon côté pour m'avoir invité sur le grand plateau que vous avez organisé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, quand je préparais cette émission, l'un de vos collaborateurs m'a fait dire que le coordonnateur Jacques Kangoudia ne veut pas qu'on parle de sa personne. Il veut plutôt que l'on parle de la structure. Pour moi, c'est une question fondamentale. C'est un changement de paradigme. Dans un pays où on a cultivé les cultes de la personnalité, en en faire même un sport national, pourquoi vous pensez que parler de vous n'est pas très important? Première question. Parce que je ne suis pas plus important que la nation. Même si je dois jouer un rôle de servir la nation, mais aujourd'hui, c'est la nation congolaise qui est plus importante que toute autre chose. Nos considérations personnelles, nos titres, si nous pouvons les ranger dans le placard et faire tout simplement le travail qu'il faut faire afin que ce pays se relève comme ce grand géant de la RD, de la République démocratique du Congo, c'est une très très bonne chose. Vous l'avez bien dit dans votre introduction. Vous avez dit qu'il y a une contradiction entre un pays qui est potentiellement riche, mais avec un peuple non pas potentiellement pauvre, mais un peuple réellement pauvre. Donc, ce qui fait que, pourquoi nous sommes arrivés là? Est-ce que nous n'avons jamais eu des titres dans ce pays? Des hommes avec de grands titres, des hommes avec de gros diplômes que nous connaissons. Et si nous sommes arrivés dans cette contradiction, mais avec ces titres, ces diplômes et tout ce que vous voulez, sans que je ne minimise les titres, sans que je ne minimise les diplômes, mais je vais tout simplement nous dire, est-ce que nous ne pouvons pas faire le travail de serviteur? Donc, prendre nos truelles, donc faire, on va dire, le moule, mettre les mains dans le cambouis, donc mouiller nos chemises, retroussons les manches et travailler simplement sans savoir qui est qui. Parce que le plus important, c'est la République démocratique du Congo. Ce qui est à votre honneur. Une deuxième idée qui circule dans ma tête, ce sont les paroles du président honoraire Joseph Kabila, qui, dans un moment puissant de lucidité, d'ouverture, de franchise lors de son mandat, Joseph Kabila dira que ce qu'il regrette, c'est de n'avoir pas changé l'homme congolais. La question de la mentalité, vous l'avez perçue de quelle manière? Parce que s'il n'a pas changé l'homme congolais, c'est que vous l'avez trouvé, cet homme congolais, non changé. Merci beaucoup, M. Kalingay, pour cette observation. J'estime, à mon humble avis, que le sénateur Joseph Kabila
avait raison. Je pense qu'il a parlé à un homme qui a réfléchi à un certain moment de sa présence à la tête du pays pendant 18 ans. Certainement, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Mais il s'est rendu compte que rien n'a marché. Et il est arrivé à une conclusion. La conclusion, si les projets que j'ai mis en place, tout ce que nous avons initié pour que le pays se développe, décolle, ça n'a pas décollé, c'est parce que la mentalité de l'homme congolais n'a pas permis que cela puisse être ainsi. Donc son constat est un constat plutôt sans appel. Donc c'est à la sortie de son pouvoir qu'il dit « Je n'ai pas pu changer l'homme congolais ». Cela veut dire que si j'avais changé l'homme congolais, j'aurais changé beaucoup de choses dans notre pays. On ne peut pas venir assumer des responsabilités qui sont les nôtres avec des prétentions. Donc on ne vient pas avec une baguette magique pour dire que c'est nous qui avions la solution, la connaissance infuse, et nous disons que, donc avec nous, vous allez voir ce que vous allez voir, donc les choses vont changer. Non. Nous partons de ces constats pour dire pourquoi ça n'a pas réussi pendant toutes ces années. Est-ce que le problème, c'est les richesses que nous n'avons pas? Si, nous avons des richesses. Le sous-sol est riche, le sol est riche. Est-ce que nous n'avons pas des hommes intelligents dans ces pays? Si, nous avons des hommes intelligents. Des hommes qui ont fait leur temps, et même ceux qui sont en train de continuer à faire encore leur temps. Est-ce que nous n'avons pas de grands projets élaborés? Si, nous avons de grands projets. Des projets comme Bukangalonzo, c'est des projets magnifiques, pour n'en citer que celui-là. Donc, mais pourquoi ça n'a pas réussi? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que nous avons le sol riche, le sous-sol riche, les hommes intelligents, avec des grands diplômes, qui enseignent même dans les institutions internationales et qui sont des experts ailleurs, qui font bien leur grand boulot. Nous avons des projets élaborés. Mais pourquoi ça ne réussit pas? Et nous avons compris que, et c'est là où nous donnons raison au sénateur Joseph Kabila, que le problème, c'est la mentalité de l'homme congolais. Si on arrive à résoudre le problème de mentalité dans notre pays, ce pays n'aura pas beaucoup de temps, n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour décoller. C'est quelque chose qui va aller très vite. Alors, ce coordonnateur, c'est vrai, on va arriver au CCM parce que c'est une des réponses à cette problématique du changement de mentalité. Ça fait quand même quelques mois, presque 2-3 ans, que vous êtes à la tête d'une, j'ai pas appelé d'une task force parce que vous agissez sur le Congolais. Mais si vous êtes demandé de décrire cette mentalité, à l'origine, avant que vous ne commenciez à travailler là-dessus, quel est l'état des lieux de la mentalité congolaise, de l'homme congolais? D'abord, l'homme congolais n'a pas encore conscience de qui il est et de ce qu'il a. Le jour où l'homme congolais prendra conscience de qui il est et de ce qu'il a, donc on fera moins d'efforts pour pouvoir nous développer. C'est la prise de conscience. Nous sommes un pays, comme Franck Fanon l'a dit, que nous sommes un pays qui est la gâchette de l'Afrique. Ça, c'est un Allemand qui l'a dit. Regardons l'Afrique, regardons la RD Congo, et dit, ce pays est une gâchette, un détonateur pour l'impulsion de l'Afrique. Pour l'impulsion et pour le déclenchement du développement de l'Afrique. Donc ça voulait tout dire. Je ne pense pas qu'il parlait simplement des richesses que nous avons. Il parlait aussi des compétences et des capacités que nous avions. Le Congolais doit savoir qu'ils ont un des plus beaux pays qui existent sur la Terre. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque tu ne sais pas ce que tu as, tu es capable de pouvoir envier ce qui est moindre de ce que tu as et tu penses que c'est ce qui est meilleur. Donc c'est là la première chose. La deuxième chose que je peux noter, c'est la mentalité de l'oisiveté.
nous nous débrouillons. Chaque matin, les gens se lèvent pour aller travailler, pour aller chercher comment nourrir les familles, comment amener quelque chose à la maison. Mais c'est de la débrouillardise. C'est de la débrouillardise. Donc, cela veut dire qu'on se bat comme on peut. Ce qui fait que, regardez, je vais donner un exemple. Les embouteillages. Vous savez, les embouteillages, ça peut illustrer tout ce que je viens de dire. Chacun se bat pour arriver le premier là où il est en train de partir. Par conséquent, comme le pain, le gâteau est petit, avant que l'autre n'aille prendre un morceau qui pouvait me revenir, laisse-moi me battre pour que je sois le premier à y aller. Même si cela va causer du tort aux autres, alors qu'à ce moment-là, si ça cause du tort aux autres, ça me cause moi-même du tort, au final, je n'avance même pas, alors que je mettais tout le mécanisme pour avancer. Voilà la mentalité de l'homme congolais. Donc, on ne comprend pas que le travail est une valeur, que le travail apporte une plus-value dans une société, même pour la personne qui travaille. Ça lui donne d'être un homme indépendant, ça lui donne d'être un homme autonome. Travailler, pour ceux qui lisent la Bible, il ne vous a pas échappé que je suis aussi pasteur, donc c'est une bénédiction travailler. Un travail bien fait, un travail bien accompli, un travail bien réalisé et dans le temps, celui qui fait ce travail, c'est un homme béni. Parce que, pour ceux qui lisent la Bible, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, la chose que Dieu a donnée à l'homme de faire, c'est de travailler, de cultiver la terre. C'est le travail. Donc le travail n'est pas une malédiction. Donc la mentalité du Congolais est tournée vers le bien ou le mieux ne peut venir que de l'extérieur. Et nous sommes prêts aujourd'hui à accepter que même de pays qui ne peuvent pas nous donner quoi que ce soit, nous sommes capables d'aller mendier même auprès de ces pays-là. Parce que nous pensons que nous n'avons pas le meilleur en nous-mêmes, ou bien dans notre pays. Donc il y a énormément de choses que nous pouvons dire qui déterminent ou qui peuvent déterminer les mentalités de Congolais. Alors, un peuple qui était un peuple uni à une époque pense qu'en se désunissant, il sera fort. Or, les Belges disent, l'union fait la force. Donc, lorsqu'il y a le repli sur soi-même, donc, ça nous met dans une position de fragilité. Lorsque, au lieu de considérer les critères de compétence pour pouvoir, par exemple, engager, mais on va sur base des critères de familiarité, de clientélisme, de népotisme, de clanisme, de tribalisme, lorsqu'on utilise tous les ismes négatifs pour pouvoir donner du travail, donc nous sommes en train de dire par la même occasion que ce pays ne peut pas avancer parce que ceux-là à qui nous donnons ce travail et qui ne sont pas compétents et qui ne sont pas à leur place, donc qu'est-ce qu'ils feront? C'est tirer le pays vers le bas. Donc c'est aussi une mentalité. Nous pouvons énumérer plusieurs mentalités. Nous allons certainement revenir au fur et à mesure de notre conversation. Je voudrais revenir maintenant le jour où le président Félix Tshisekedi vous reçoit, je suppose, pour vous dire, écoutez, pasteur Jacques Kangoudia, j'ai besoin que vous animiez le CCM. Je voudrais vraiment que vous puissiez mettre en place des stratégies. Ça se passe comment et quelle est la mission? Quelle est la vision? Parce qu'en réalité, c'est un chantier inachevé où les prédécesseurs ont reconnu qu'ils n'avaient pas réussi. S'attaquer à quelque chose qui n'a pas réussi en 18 ans, c'est quand même assez audacieux. Alors, ça se passe comment avec le président Félix? Comment vous mettez en place cette structure? En fait, oui, comme vous dites, c'est un chantier qui n'avait pas été terminé, ou je ne sais pas s'il avait été vraiment commencé, et qui doit être mis en place. C'est un très grand chantier. Tout le monde est unanime là-dessus. En tout cas, tout le monde est unanime que le plus grand projet dans ce pays, c'est le changement de mentalité. Et quand le chef de l'État, donc comme vous l'avez dit, vous l'avez bien illustré, me propose de me confier cette responsabilité, d'abord, en moi, il y avait le sentiment de l'humilité. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, il n'y avait pas de la prétention pour penser, pour dire que ce boulot, je vais le faire. Parce que c'était un boulot, ou c'est un boulot, un travail très très difficile. Mais je me suis dit, si le chef de l'État a vu que je pouvais apporter ses services à nos concitoyens, peut-être qu'il a vu ce que moi je n'ai pas vu. Parce que je suis là pour servir le Congolais, servir ce pays. Et pourquoi ne pas dire, allons-y. Allons-y et commençons quelque chose. Commençons quelque chose et voyons comment est-ce que ça va évaluer. Mais la première chose qu'il fallait faire, c'était le diagnostic. Savoir, comme je venais de le dire, si nous devons changer de mentalité, nous devons d'abord savoir quelles sont les mentalités qui ont prévalu avant de pouvoir penser de changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelles sont les mentalités que nous devons maintenant changer en lieu et de place de mentalités qui n'ont pas fait fonctionner le pays. Ça, c'est le deuxième travail qui devrait se faire. Et c'est poser les questions avec tous les experts qui pouvaient venir nous rencontrer pour la cause, comment nous devons procéder, quelles sont les stratégies à mettre en place pour que ça puisse devenir une réalité. Mais laissez-moi sauter sur cette opportunité que vous venez de m'offrir. On parle de 3 ans. Ce n'est pas pour se dédouaner de ce qu'on a déjà fait. Ce n'est pas pour une excuse. Mais lorsqu'on regarde 3 années en comparaison avec 18 ans où les choses n'ont pas été faites, on comprend que le temps pour le changement de mentalité ne doit pas être fixé. Mais le temps doit être fixé dans un processus. Du moment que le processus est enclenché, et si nous restons tenaces, si nous restons focus sur les objectifs, donc avec le temps, nous allons fléchir, nous allons inverser la mauvaise mentalité par la bonne mentalité. C'est quoi les missions de la SESEM? La mission, elle est toute simple. C'est de pouvoir, donc par la prévention, la sensibilisation, donc influencer, produire des nouvelles mentalités, celles qui sont positives, sur toute l'étendue de la République, donc en travaillant avec le gouvernement, avec les organisations de la société civile, avec tout le pays. Donc c'est ça. Donc ça tourne autour de amener nos concitoyens à pouvoir penser différemment, à pouvoir juger différemment, à pouvoir se comporter différemment pour pouvoir agir, fonctionner, opérer différemment. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans ces secteurs-là dont vous pouvez aujourd'hui faire le témoignage? Quel est finalement le bilan de votre action? C'est vrai que c'est un processus qui prendra énormément de temps, mais en même temps, il faut qu'il y ait quelques victoires je peux dire, d'étapes. Il faut quand même que nous puissions dire votre action a quand même obtenu comme gain tel fait. Qu'est-ce que vous mettez dans l'escarcelle de bilan que vous avez réalisé? C'est une question qui m'amène à rentrer au plus profond de moi, de regarder pendant tout ce temps, 2 ans que nous sommes là, qu'est-ce que nous avons déjà fait. Mais au même moment, c'est une question qui doit aussi m'interpeller, ça c'est clair. On ne peut pas continuer à avancer sans pour autant se poser et sans pour autant faire le bilan. Là, évaluer le niveau du changement de mentalité, c'est un exercice très difficile. Donc, il faut le voir qu'avec des comportements des populations qui changent. Maintenant, dire que les activités menées, c'est ça le changement de mentalité, c'est là où ça me pose un problème. On peut mener un certain nombre d'activités sans qu'on commence à voir le résultat de ces activités-là dans le concret, dans la population. Maintenant, si votre question est celle de savoir est-ce que vous avez eu d'activités, oui, nous en avons eu quelques-unes. Mais si votre question est aussi est-ce que ces activités ont produit un impact visible dans le changement de comportement des populations, la réponse c'est mitigé. Donc, pour l'instant,
c'est difficile de pouvoir évaluer, mais il y a quand même quelques indices de certaines de nos activités qui peuvent nous montrer que, ou nous indiquer que les Congolais peuvent changer leur mentalité, leur façon de se juger, leur façon de juger leur environnement, leur façon de réfléchir, leur façon de se comporter. Je vais nous donner un exemple. Au jour d'aujourd'hui, il est presque unanime dans notre pays, même si les effets ne suivent pas encore, que certaines choses sont condamnées unanimement. C'est déjà un grand pas. Est-ce que c'est à partir de la CSM, de la coordination pour le changement de mentalité? Je ne peux pas être prétentieux pour dire que c'est à partir de la CSM. Mais la CSM a apporté sa voix dans ce que les gens, le peuple, la population, étaient déjà en train de condamner comme des comportements, des attitudes qui étaient presque, on va dire, qu'on pouvait noter chez tout le monde dans notre pays. Mais nous avons apporté la voix au chapitre et aussi nous avons apporté, on va dire, une canalisation pour que cette voix-là puisse pouvoir aller vers un objectif bien précis, une direction bien précise. On va citer quelques campagnes, hein, comme ça. J'ai vu, et je crois que l'opinion publique l'a aussi remarqué, vous vous êtes déployé sur les routes de Kinshasa pour un retour à un comportement civique des usagers de la route. Mais je constate aussi que cette campagne a été interrompue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle n'est pas achevée? Merci beaucoup pour la question. Mais avant d'arriver à la campagne dont vous faites allusion, donc civisme routier, oui, sensibilisation au civisme routier, je veux quand même nous rappeler que pendant la période de Covid-19, oui, nous avons réalisé un travail très profond avec l'Université de Kinshasa. La CSM, en partenariat avec l'Université de Kinshasa, nous avons réalisé une campagne très, on va dire, très en pointe ou assez brutale. On a eu des émissions sur le campus. C'était piloté donc avec la bénédiction de l'ancien recteur et nous l'avons fait avec le nouveau secrétaire général, académique général, donc que je salue en passant. Il y avait des professeurs. Nous avons élaboré ou réalisé des émissions avec la RTNC, formant autant d'émissions pour pouvoir expliquer donc la dangerosité de la maladie et de voir et insister sur les gestes barrières qu'il faut observer. Nous sommes descendus sur terrain, donc on a fait vraiment l'itinérance, on a fait la sensibilisation sur terrain, Rompoengaba, Matadi Kibala, UPN, on est allé jusqu'à Kinkole, donc on a circulé les rues, les communes de Kinshasa pour aller au contact de nos concitoyens et leur dire que nous devons nous protéger, nous devons nous laver les mains, nous devons porter le masque, nous devons observer le geste barrière. C'était une campagne qui était menée donc en partenariat, en collaboration entre l'université et la coordination pour le changement de mentalité. Nous avons eu une campagne de valeur. Donc ça veut dire qu'on a travaillé avec quelques écoles où nous sommes allés pour pouvoir parler, on va dire, aux élèves de quelques écoles. On avait choisi quelques écoles d'une manière aléatoire et nous leur avons parlé de valeurs au sein de l'école. Et ça aussi, c'est une campagne. C'était passé sur le média. Mais faute de moyens, nous n'avons pas multiplié cette campagne là-bas. Donc, on a eu la formation, par exemple, avec la Sonaïdroc, donc la Société des hydrocarbures du Congo. On a eu une formation sur l'éthique de responsabilité, sur le changement de mentalité, donc avec Sonaïdroc. Et à partir de cette formation que nous avons eue, beaucoup de choses ont commencé à changer au sein de l'entreprise. Nous avons eu aussi la formation avec la DGDA. Donc la même formation que nous avons eue avec Sonaïdroc, on a eu aussi cette formation avec la DGDA. Donc au sein de cette régie financière, donc nous avons montré que si nous continuons à maintenir, à développer, on va dire,
certaines antivaleurs, donc la société ne peut pas avancer. D'ailleurs, il y a des projets de pouvoir continuer ces formations avec la DGDA, donc partout où ils sont déployés dans les zones frontalières pour pouvoir aller parler aux douaniers de services, de comment est-ce qu'ils doivent servir la nation. Je ferme la parenthèse. Maintenant, donc ça c'est une série, donc on peut énumérer. Évidemment. Donc énumérer. Maintenant, revenons-en à la campagne de sensibilisation au civisme routier. Je peux citer quelques partenaires que nous avons eus pour que cette campagne puisse pouvoir commencer. Donc le ministère des Transports et des Voies de Communication, donc était partie prenante. Donc le ministère de Plan, qui nous a livré, on va dire, qui nous a donné un échantillon de volontaires même. Il venait du ministère de Plan. Donc nous avons eu le gouvernement provincial. On a eu quelques partenaires, donc KPR, CNPR. On a eu la police nationale. Donc, et nous étions soutenus par donc, quelques banques de la place. Donc FBN Bank et puis Equity Bank aussi nous avait soutenu en temps utile. On a eu aussi UPAC qui nous livrait du pain chaque matin pour pouvoir prendre en charge ces volontaires qui travaillaient du matin jusqu'au soir. Nous avons fait cette campagne pendant à peu près 6 mois. Et vous devez comprendre que pour que certaines habitudes qui ont été ancrées pendant longtemps puissent pouvoir changer et que des bonnes habitudes deviennent de réflexes, il faut maintenir ces nouvelles habitudes pendant longtemps. Et je peux dire, pour aller terminer sur ce sujet, faute de moyens, nous étions obligés de pouvoir malgré l'ensemble des partenaires que vous aviez, ils ont donné ce qu'ils pouvaient, quoi. Oui, donc on va dire que pour Equity ou FBN Bank, je ne vais pas vous dire de sommes qu'ils ont données, c'était utile. Bah, c'était juste important pour pouvoir lancer la campagne. Donc le plus gros, nous l'avons reçu, on va dire, du gouvernement. Donc c'est ce qui nous permettait de pouvoir payer la rente de survie de nos volontaires. D'ailleurs, nous avons fait le recrutement de ces volontaires, nous les avons formés, nous leur avons donné des outils pour travailler, cela veut dire mégaphone, talkie-walkie, nous avons donné, on va dire, des outils, des chargeables pour qu'ils se fassent distinguer par rapport aux autres. Donc c'était utile. Nous avions un partenaire qui était fidèle jusqu'au moment où nous avons mis la pause à la campagne, c'était UPAC, donc la panification de Kinshasa, l'usine de panification de Kinshasa. Ils nous ont accompagnés, ils nous livraient, je pense, si ma mémoire est bonne, à peu près 1000 pains par jour, de croissants, 1000 pains par jour. Et avec l'argent que nous avions, donc on pouvait acheter des sardines, donc pour pouvoir donner aux volontaires une bouteille d'eau. Avant, on leur donnait de la sucrerie. Eux-mêmes, ils ont revendiqué que la sucrerie, c'était pas bien de le boire tous les jours, mais qu'ils avaient besoin de bouteilles d'eau, de l'eau. Et puis, la rente des survies, qui avait commencé à 20 000 francs, et au fur et à mesure qu'on avançait, nous sommes arrivés à 30 000 francs par semaine que nous leur donnons. Donc, à peu près 500 personnes à qui on donnait rente de survie de 30 000 francs congolais par semaine, et nous l'avons fait pendant 6 mois. Monsieur le coordonnateur, maintenant, oui. Il y a un des conseillers de ministres, je ne me souviens pas lequel, le chef de l'État avait instruit que cette campagne ne puisse pas s'arrêter. On a eu des réunions. Le Premier ministre avait convoqué certains ministères sectoriels, dont le ministère de l'Intérieur, le ministère de Transport et de Voies de Communication, et puis, je crois, le ministère du Budget ou des Finances aussi, pour que nous puissions voir ensemble avec eux comment est-ce que cette campagne doit être soutenue selon la communication du chef de l'État. Nous avons fait un budget, nous avons travaillé avec le ministre de Transport et Voies de Communication. Bon, nous attendons toujours que les autorités donnent leur cutis pour que le moyen nécessaire puisse pour nous être alloué, parce que nous voulions porter le nombre de ces volontaires de 500 à 1000 volontaires afin de renforcer le point chaud de capitale, oui. Par exemple le rond-point Ngaba Matadi-Kibala, pour que le travail puisse pouvoir se faire. Vous venez de citer le chef de l'État et vous avez raison, parce que
La question que je vais vous poser concernait justement le travail qu'il fait avec vous. Quand nous lisons la presse, celle qui est favorable, celle qui est défavorable, celle qui est de mauvaise foi, ou celle qui est même de bonne foi, qu'elle soit internationale ou locale, beaucoup des journalistes et des hommes d'État, d'ailleurs et d'ici, disent que le président de la République est un homme de bonne foi. Mais le président de la République est mal entouré. On parle beaucoup de l'entourage du chef de l'État. On dit que la plupart des conseillers, vous êtes aussi un conseiller, la plupart des conseillers, la plupart sont des affairistes, qu'ils ne parviennent pas à apporter au chef de l'État le soutien dont il a besoin pour accomplir ses promesses électorales. Ceci est une question aussi de mentalité. Comment vous abordez le changement de mentalité au sein même de l'appareil que les chefs d'État gèrent, au sein de la présidence? Avez-vous déjà eu une action? Parce que les jours passent, ça ne change pas, les gens se plaignent, et vous-même vous venez de dire qu'un des conseillers, au lieu de donner des moyens pour une campagne, vous arrêtez. Ça signifie qu'il y a quelque part des gens qui fonctionnent avec une autre mentalité que celle de celui qui les a nommés. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce qui peut se faire pour que l'entourage de l'État soit compatible à la nouvelle mentalité? Merci beaucoup, M. Willy Kalengai, pour votre question. Oui, c'est vrai, nous lisons les mêmes choses que vous venez de dénoncer dans les on va dire, dans les journaux. Nous entendons tout cela dans les réseaux sociaux. Certaines observations sont fondées, d'autres ne le sont pas. Vous l'avez vous-même dit, que certains c'est avec bonne volonté, donc avec objectivité, mais d'autres c'est pour nuire. Bref, que ce soit pour une raison ou une autre, on doit toujours écouter les deux sons. Si ceux qui veulent vous nuire, mais ils vous disent la vérité en cherchant à vous nuire, vous devez vous arrêter pour pouvoir considérer ce qu'ils vous disent, même avec de mauvaises intentions, pour pouvoir tirer de bonnes leçons. Ça, c'est un élément très important. Oui, j'ai dit que nous sommes là, ça fait 2 ans. Nous avons été nommés en 2019, donc au mois d'août. Donc, du mois d'août jusqu'à janvier, on n'a eu aucune activité. La première activité, d'ailleurs, que nous avions eue, c'était réunir les organisations non gouvernementales, ici à Béatrice, pour pouvoir prendre un peu connaissance et puis commencer des partenariats avec eux, parce que c'est eux qui travaillent au quotidien avec les populations. Donc, voir comment est-ce que ces ONG qui ont le même objet social que nous pouvaient être le bras de la SECEM pour pouvoir continuer à mener les mêmes actions que nous. Ça, nous l'avons fait tout de suite. Mais la deuxième partie, la dernière partie de l'année 2019, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait absolument rien, et on ne pouvait pas initier les activités. Donc, on peut dire que c'est seulement en 2020 que nous avons commencé. Même 2020, on n'avait pas assez de moyens tout au long de l'année 2020. Donc, ce qui nous a causé beaucoup de préjudice. Mais pour pouvoir revenir à votre question par rapport à la présidence de la République, qui est d'abord, on va dire, l'institution dans laquelle se trouve la SECEM. Oui, on a pris les initiatives avec l'actuel directeur du cabinet, M. Guilain Nyembo, de pouvoir produire un travail d'experts pour pouvoir lui montrer quels sont les tares qui minent, on va dire, le bon fonctionnement de la présidence de la République. Nous avons fait ce travail-là. Et je vais profiter de ce plateau pour pouvoir annoncer qu'une série de séminaires ont déjà commencé à la présidence de la République. Donc, on a eu une série de séminaires, donc je crois, il y a de cela 2-3 semaines passées. Donc, d'ici là, je pense dans 2 semaines ou dans 1 mois, il y aura d'autres séminaires dont la SECEM donc, sera, on va dire, animateur ou animatrice pour pouvoir aller travailler dans le sens de pouvoir conjurer, combattre toute forme d'antivaleur au sein de la présidence pour que les choses puissent pouvoir avancer. Vous allez me dire, mais pendant tout ce temps, vous ne l'avez pas fait. C'est malheureux. Pendant tout ce temps, nous ne l'avons pas fait. Donc, mieux vaut tard que jamais. Voilà, le directeur de cabinet vient de lancer cette série, comme il avait promis lors des échanges de vœux de cette année, que nous allons faire cela.
Et il tient parole, donc nous devons lui remercier pour cela et lui dire qu'il continue dans cet élan-là. Donc, les différents séminaires, forums, rencontres, donc ateliers, dans le sens de pouvoir toucher toutes ces antivaleurs au sein même du cabinet du chef de l'État. Le travail est en train de se faire et vous le verrez, vous l'entendrez. Il y a beaucoup de questions que je devrais vous poser, mais comme le temps n'est pas tellement à notre faveur, je vais en choisir deux qu'on va essayer d'aborder de manière profonde et puis on va peut-être avoir une conclusion. Vous avez aussi travaillé beaucoup dans la campagne du civisme fiscal. Les résultats que le ministère des Finances, que la présidence de la primature a mis à la disposition du public, veulent que les recettes ont augmenté. J'aimerais vraiment croire que parmi les facteurs qui ont ramené des sous dans la caisse de l'État, il y a aussi le travail de la CCM, pas seulement la peur de l'IGF. Je suppose que cette campagne de civisme fiscal a apporté des fruits selon vos propres analyses. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Nous n'avions pas fait la campagne, mais nous sommes en pleine campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable de deniers publics. Vous souviendrez que parmi le groupe cible qui devrait travailler avec nous dans le sens de cette campagne, vous y étiez désigné avec le média du Congo. Et je salue ici votre promptitude que vous avez eue à l'époque pour pouvoir répondre à cette demande de la coordination pour le changement de mentalité. Donc nous voulions travailler avec les hommes de médias pour cette sensibilisation. Malheureusement, la facture était très salée et que nous n'avions pas... Vous n'avez pas négocié avec eux, il fallait les rapprocher pour leur demander de revoir à la baisse peut-être. Mais nous étions en train de nous dire qu'on continue à militer, à faire la demande pour voir si le moyen peut nous être octroyé pour qu'avec ce moyen-là, que nous puissions revenir vers les hommes de médias afin de pouvoir solliciter leur service comme un service. Nous voulions que ce soit un service citoyen. C'était une démarche beaucoup plus citoyenne. Bref, ce n'est pas perdu d'avance parce que cette campagne, nous croyons qu'elle est utile pour toute l'étendue de la République. Si demain nous avons le moyen de cette politique-là, Monsieur Willy Kalengai, je peux vous rassurer que nous allons revenir vers vous parce que sans le média, il est difficile de pouvoir sensibiliser, amener notre population à comprendre l'utilité de l'impôt, de la taxe ou de la redevance. Revenons-en maintenant à la campagne proprement dite. Oui, nous avions recruté à peu près 1715 volontaires. Donc, après le lancement, l'annonce de recrutement que nous avions eu à faire donc, à Roméo Golf, ils étaient venus à peu près plus de 4000 personnes. Et après le tri, nous en avons retenu 1715. Les 1715 ont reçu la formation pendant 4 jours. Formation sur le changement de mentalité. Formation sur les actes générateurs d'impôts, de recettes, d'impôts, plutôt de recettes. Donc, la DGDA a donné la formation, la DGI a donné la formation, la DGA, excusez-moi, a donné la formation, ainsi que la DGRK. Nous avons eu aussi la formation de la part du ministère de Plan pour former c'est quoi le volontariat. Donc la CCM a apporté la formation sur le changement de mentalité. Comment est-ce que ces jeunes gens qui vont faire du porte-à-porte, ils seront des ambassadeurs de la CCM, quel comportement ils doivent avoir, et ainsi de suite. Cette formation a été donnée. Après la formation, il y a eu le temps du déploiement. Nous avions fait le déploiement de ces jeunes, à peu près 1715. Donc, nous les avons déployés pour la première partie de la campagne sur 13 communes, 13 premières communes. Donc, on a commencé d'Aliema jusqu'au niveau de Ndjili. Donc, en passant par Limete, Barumbu, Kinshasa, Gombe,
Kitambo, donc on a pris Lemba, Matete, on a pris à peu près 13 communes. Et quel est le travail qui a été fait? Donc, je salue la collaboration de bourgmestres de ces communes, de ces 13 communes. Ils étaient vraiment à la hauteur. Les services de sécurité, la police, l'ANER, ils nous ont vraiment accompagnés. Le chef de quartier, le chef de rue, ils nous ont accompagnés. Ils ont accompagné les volontaires, donc sur terrain, pour que ce travail puisse pouvoir se faire. Donc, il y avait dans chaque commune un certain nombre de volontaires qui étaient alloués à cette commune-là. Donc, nous l'avons fait pendant 2 mois. C'est-à-dire du 21 janvier 2022 au 21 mars 2022, pendant 2 mois. Et de cette campagne, de la première partie, qu'est-ce que nous avons récolté? Nous avons récolté beaucoup de données parce que les équipes étaient composées avec ce que nous appelons les encodeurs. Donc on avait 200 tablettes avec une application qui était, on va dire, créée sur mesure par rapport aux besoins de la SECEM. C'est avec cette application qu'on allait pour pouvoir recevoir les données de nos assujettis potentiels. Et au jour d'aujourd'hui, le rapport est en train d'être finalisé parce que c'est la première partie. Donc, je vais vous indiquer la deuxième partie, comment est-ce que ça va se passer. Donc, le rapport global de la première partie, ou partiel de la première partie, est en train d'être finalisé. Mais pour le chiffre, donc, nous avons encodé jusque-là à peu près 190 000 volontaires, plutôt assujettis potentiels. 190 000. Dans le 190 000, il y a 159 400 qui sont disposés aujourd'hui à pouvoir... Oui, ils sont disposés à pouvoir payer les impôts. Donc, les impôts fonciers, impôts sur le revenu locatif, donc impôts sur le micro-entreprise. Il y a même beaucoup qui sont prêts à pouvoir migrer leur entreprise de l'informel vers le formel. Donc, je peux dire que 159 400 personnes sont... Il y a à peu près 20 000 qui, eux, donc, ils ont carrément refusé, ou ils ne veulent pas parce qu'ils pensent que ce qu'ils vont donner, donc ça ne va pas vraiment servir. Ça va être détourné. Ça va être dilapidé, détourné. Bref, mais il y a 159 000 personnes. Je veux en passant dire que, donc, M. Mouteba, qui est le communicateur de la DGI, nous avait dit, je pense que vous étiez là, lorsqu'il avait donné ces chiffres, que pour toute la République, nous avons seulement 200 000 contribuables. Oui. Maintenant, si nous apportons, la SECEM par sa campagne, apporte 159 400. Juste dans la ville de Kinshasa, et sur 13 communes. Sur 13 communes. Or, même dans les 13 communes, nous n'avons pas eu à faire vraiment du porte-à-porte comme nous l'avions prévu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de matériel. Pourquoi? Parce que nous voulions avoir à peu près 5 000 volontaires pour pouvoir couvrir véritablement ces communes et couvrir toute la ville de Kinshasa, afin de produire aux régies financières, de donner aux régies financières la base de données de ceux qui sont potentiellement, on va dire, assujettis et qui vont apporter leur plus-value dans le caisse de l'État pour que nous ayons le moyen de pouvoir construire des routes, de pouvoir construire des écoles, de pouvoir lancer ces programmes chers au chef de l'État, qui est la couverture de santé universelle, de pouvoir appuyer la gratuité de l'enseignement, améliorer un certain nombre de choses par rapport... Les choses sont si évidentes. C'est évident que c'est clair, c'est bien. Si les changements de mentalité peut s'opérer au niveau de ceux qui ont les moyens de l'État, on devrait vous donner des moyens pour terminer ce travail et l'étendre sur toute la République. On pourrait avoir 30 millions de sujétis. Même si on arrivait, parce que selon les informations que la DGI nous avait données par M. Mouteba, il avait fait, on va dire... une simulation. Une étude comparative avec Congo-Brazzaville. Ils sont à 1 500 000 assujettis. Mais si nous pouvons arriver à 5 millions d'assujettis, de gens qui payent leurs impôts, leurs taxes, leurs redevances... Normalement... Mais ce pays, notre budget va exploser. Mais le budget va augmenter sensiblement et nous pouvons régler un certain nombre de choses. Monsieur Jacques Kangoudia, est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression que
entre vos mains se trouve l'une des solutions géniales et normales pour le développement du pays. Vous en avez conscience de temps en temps? Oui, j'en ai vraiment conscience, parce que je l'entends. Je l'entends d'abord du premier citoyen de ce pays, le président de la République, chef de l'État, qui le dit dans ses discours partout où il va, que sans le changement de mentalité, ce pays ne va pas se relever. Et quand je l'entends constamment le dire, pour moi, c'est une évidence. Donc je l'entends par des ministres, par l'élite, par des professeurs d'université, par des citoyens lambda. Donc tout le monde est presque unanime que le plus grand chantier, c'est le changement de mentalité. Nous allons prendre maintenant, prendre conscience de cette réalité-là en est une chose, mais disponibiliser le moyen qu'il faut en est une autre. Mais le moyen, évidemment, c'est le plaidoyer que la presse devrait et va faire pour vous. Si nous rentrons à la table de négociation et que nous tombons d'accord, tous les médias vont certainement s'impliquer dans cette quête des moyens préalables. Ce sont des moyens préalables pour les gros moyens. C'est exactement ça. Laissez-moi poser la dernière question. Mais vous n'avez pas fait cette démarche-là? Mais parce que c'est vous qui devez nous ramener à la table. Je voudrais vous poser la dernière question. Le président a encore lancé un programme révolutionnaire, j'entends comme ça, parce que c'est le développement à la base des 145 territoires. Je pense que vous avez certainement un rôle à jouer dans la réussite de ce programme. C'est la dernière question. On me fait signe que notre temps est presque épuisé. Oui, nous avons déjà réalisé beaucoup de démarches par rapport à ça. On a réalisé un très grand travail professionnel de comment est-ce que nous allons participer au PDL 145 territoires. Donc le chef de l'État a vœu de tout ce vœu, donc pour que le développement commence de la base. Donc nous sommes en train de travailler donc, en étroite collaboration avec le ministère de Plan. On leur a déjà fourni des stratégies, on leur avait déjà fourni les stratégies de comment est-ce que nous voulons commencer ce travail en amont pour préparer la population, de comprendre que ces ouvrages qui vont venir dans leur territoire, c'est les ouvrages de leur développement, d'intérêt public, pour leur développement. Parce qu'il y aura des adductions d'eau, il y aura des barrages, il y aura des écoles, des hôpitaux, et tout ce que vous voulez. Et ces choses, ils doivent s'en approprier d'abord. Et être le premier contrôleur de ces ouvrages, pour que nous ne puissions pas tomber dans ce que nous avions tombé avec le programme de 100 jours du chef de l'État, où il y a eu, c'était un projet qui était magnifique, mais nous avons noté qu'il y a eu des projets, ces projets n'ont pas été réalisés faute de détournements, tout ce que nous avons suivi dans le média. Mais pour ne pas sombrer dans le même travers, nous avons dit qu'en amont, nous pouvons déjà commencer à préparer, par exemple, nos populations, pour qu'ils sachent que ce n'est pas le projet du chef de l'État. Le chef de l'État est l'initiateur, est le visionnaire, et celui qui impulse, mais c'est un programme pour le développement des populations. Donc, ils doivent s'en approprier. Donc, le travail est déjà fait. Donc, nous croyons que nous allons rencontrer, souper les agences d'exécution de ce travail. Il y en a 3. Et nous allons leur proposer ce que nous avons déjà mis en place pour apporter les changements de mentalité dans les populations qui seront bénéficiaires de ces ouvrages afin que ce travail puisse pouvoir réussir. Vous ne l'avez pas dit, mais certainement vous l'avez suggéré dans vos réponses. Vous avez un bon programme, mais vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir le mettre en place. Et pourtant, votre programme dépend directement du chef de l'État. Mais qui bloque? À qui faut-il s'adresser ce soir pour qu'on libère les moyens dont la CCM a besoin? C'est le Premier ministre, c'est le ministre des Finances, c'est le ministre des Plans, c'est la Banque centrale. Quelles sont les institutions qui doivent se mobiliser rapidement pour vous mettre en activité et de manière à ce qu'on ait des résultats? Ce qui bloque, c'est d'abord le manque de moyens de la République. Vous savez que nous avons des actions prioritaires. La guerre à l'Est. Cette guerre à l'Est prend énormément de moyens. Donc il n'y a pas de mauvaise volonté. Il n'y a pas de mauvaise volonté. La question de moyens. Question de moyens. Nous avons aussi, pour le fonctionnement de la fonction publique, la paye.
Oui, évidemment, ça prend 80%. Merci de l'avoir dit. 80% de ce qui est récolté, c'est dans la paye. Exactement, c'est dans la paye. Donc, ce qui reste, donc, les institutions que vous avez citées, le gouvernement de la République doit faire les arbitrages. Il faut que la police soit équipée avec le minimum de ce qu'elle doit avoir pour pouvoir assurer la sécurité de personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République. Nous avons les sociétés qui doivent desservir l'eau et l'électricité, qui doivent aussi avoir le moyen pour que le peuple puisse avoir. Mais au milieu de tout cela... Nous avons la SESEM aussi. Nous avons la SESEM. Qui en a besoin. Qui en a besoin. Mais qui demande, au milieu de tout cela, qu'on lui donne le peu de moyens dont elle a besoin pour pouvoir aller chercher le moyen dont la République a besoin pour accomplir ses missions. Donc cela veut dire que nous sommes aussi le canal par lequel le moyen vont arriver pour que ces moyens soient disponibilisés afin que le gouvernement de la République puisse pouvoir faire sa politique. Vous avez, j'ai le sentiment d'inachevé et je voudrais quand même vous demander de regarder cette caméra et de vous adresser à cette population parce qu'il y a quelque chose qui vient de vous et je sais, vous l'avez peut-être dit, mais moi je le redis, le changement de mentalité est aussi une question spirituelle. On ne l'a pas dit, mais c'est important de le dire. Alors, vous regardez cette caméra, vous parlez à la population, vous parlez avec votre puissance de foi, pour que, quand ils entendront le changement de mentalité, ça soit vraiment un engagement personnel, pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Monsieur Willy Kalengai, pour cette opportunité que vous m'accordez, que vous accordez à la coordination pour le changement de mentalité, pour pouvoir s'adresser à votre audience et au travers d'eux, donc toute la population congolaise. Notre pays est à la croisée de chemin pour son décollage, pour son développement. C'est maintenant et pas demain. C'est maintenant que nous pouvons. Et il y a des choses simples que nous pouvons faire. Et si nous le faisons, nous pouvons déjà voir le développement de notre pays poindre à l'horizon. Par exemple, si nous sommes tous et nous commençons à cultiver le patriotisme, cela veut dire l'amour pour la patrie, et que chacun de nous se mette un peu en dessous de la patrie, et que les intérêts de la patrie soient au-dessus de tout le monde. Ça va produire quoi? L'amour de son prochain, l'amour de bien faire les choses. Là où vous êtes, vous allez jouer un rôle important pour que ce pays puisse pouvoir décoller. Je ne pense pas que le changement de mentalité, c'est une question d'un service spécialisé de la présidence que nous pilotons. Non, c'est une question de toute la population. Et nous pensons et nous croyons que parce qu'à la tête du pays, il y a une volonté très affichée de mieux faire les choses, de pouvoir établir l'état de droit, de pouvoir aller attaquer l'impunité, de la lutte contre la corruption, de pouvoir attaquer le tribalisme, de pouvoir terminer la guerre à l'est du pays. Mais si chacun de nous, si nous mettons un peu nos guéguerres de côté et nous disons qu'il est temps que nous puissions aller tous au chevet de la nation qui s'appelle la République démocratique du Congo, ce pays qui est au cœur du monde, au centre de l'Afrique et qui est comme une gâchette, demain, nous allons remarquer que ce pays va se relever. Et demain, nous allons laisser un pays aux générations futures, un pays qui est digne on va dire, de responsables qui ont travaillé pour les générations futures. Je nous en supplie, je nous demande que chacun, là où il se trouve, un peu de conscience pour dire, mettons nos guéguerres de côté, mettons la médiocrité de côté, mettons nos besoins personnels de côté, voyons qu'est-ce qui est utile, l'intérêt de tout un peuple, de toute une nation. Je pense que nous allons nous en sortir. Merci beaucoup de ce message sur lequel je reviendrai certainement dans d'autres occasions. Quant à moi, je voudrais vous remercier de votre présence à ce plateau et surtout d'avoir été généreux en transmettant cette force que vous dégagez et qui a certainement impacté positivement tous ceux qui ont travaillé avec nous pour cette émission. Je voudrais aussi remercier ceux qui vous ont accompagnés, mais aussi l'équipe qui nous a permis de faire cette émission.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à droit à la parole. Je voudrais ici, au nom des journalistes, parce que nous avons été cités dans cette émission, nous engager à accompagner la CCM. Nous allons le faire parce que le changement de mentalité, c'est un changement du narratif, comme on le dit, par les médias, mais c'est aussi un changement de paradigme pour que nous, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous soyons dans un pays riche, avec une population aussi riche. Au revoir et à la prochaine.